personnes humaines à part entière, si on veut. On essaie de, autant que faire se peut, de personnaliser les services afin de les adapter à leurs besoins particuliers, à leurs goûts particuliers. Donc, non seulement des lieux de vie, mais aussi, on voudrait des milieux de vie avec une approche relationnelle. Et en même temps, les CHSLD sont des lieux de mort de plus en plus. Les gens qui y sont admis en raison des politiques de maintien à domicile arrivent en centre d'hébergement avec des limitations, des handicaps ou un état d'avancement de leur maladie de plus en plus grand. Donc, ils arrivent là, les durées de séjour sont plus courtes et les morts sont de plus en plus fréquentes. On meurt de plus en plus en CHSLD. Dans certains, ça dépend des années aussi, mais certaines, des fois, c'est la moitié des résidents, c'est renouvelé en une année, 2 années. Pas une année, en 2 années. Vous voyez, donc, on meurt beaucoup en même temps qu'on en fait des milieux, qu'on s'efforce d'en faire des milieux de vie. L'expression « la dernière demeure » avec laquelle on la qualifie résume bien ces deux choses-là. C'est une demeure, donc un milieu de vie, mais c'est la dernière demeure, donc c'est un milieu de mort. Et tout l'enjeu, un des enjeux importants des CHSLD ces dernières années, c'est de faire une place à la mort dans ces établissements-là. D'une part, s'y préparer, préparer la mort, préparer la fin de vie, c'est-à-dire former le personnel, aussi préparer les personnes quand elles approchent, disons, terme de leur vie, des préparer, des informer, des consulter sur le genre d'accompagnement qu'elles désirent, etc. C'est aussi au-delà de l'accompagnement, puis au-delà même de la fin de vie aussi, qu'est-ce qu'on fait avec la mort? Comment il se développe des cérémonies, entre autres aux défunts, des cérémonies qui sont mensuelles à certaines sont annuelles ou aux 6 mois. Pour rendre hommage aux personnes, aux résidents qui sont décédés dans la précédente année. C'est aussi des enjeux comme informer les voisins de chambre de la personne. D'abord, qu'elle est en fin de vie et qu'elle est morte. Il y a quelques années, dans bien des centres, il n'y avait à peu près rien. Et les gens finissaient par l'apprendre par la rumeur, si on veut. Ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Il y a différentes façons de signifier qu'une personne est en fin de vie. On met des fois des bougies proches de la porte de chambre. Et quand la personne est décédée, il y a des tableaux où on accroche la photo, par exemple, de la personne qui est décédée pour que tout le monde en soit informé. Même à ça, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les voisins de chambre, les gens avec qui la personne qui est décédée dînait, mangeait, bon, puis des fois, ça fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, des fois. Hein. Vous voyez, alors, c'est devenu des proches aussi. Vous voyez, donc, il y a, au-delà de l'accompagnement, il y a tout un travail et une place pour faire une place à la mort dans les CHSLD qui se fait actuellement et qui continue à se faire. Et c'est dans ce contexte-là que je vous présente cette expérience-là d'une équipe de bénévoles en soins palliatifs au centre d'hébergement l'Hôpital général de Québec, ici. Avant d'en venir à l'équipe en tant que telle, quelques mots sur les soins palliatifs dans les établissements de soins de longue durée. Quand on consulte la littérature scientifique sur le sujet, on s'aperçoit, on peut dégager un certain nombre de particularités. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'accompagnement et des soins palliatifs de soins de longue durée, dans les établissements de soins de longue durée? Il y a des particularités qui tiennent aux conditions des patients, des résidents, et d'autres aux conditions organisationnelles. Je les rappelle ici parce que je vais y revenir. Vous allez voir, on va les retrouver à l'Hôpital général de Québec et ça va avoir une influence aussi sur le type d'accompagnement que font les bénévoles. Ici, quand on parle de CHSLD, on parle de pathologie, on parle de maladies dégénératives, de maladies chroniques et non pas de cancer, qui est généralement la pathologie pour laquelle et autour de laquelle se sont développés les soins palliatifs. Donc, c'est des symptômes très différents. Ça exige des soins très différents que des personnes qui sont en oncologie, avec des effets secondaires à ces maladies et à ces traitements, et c'est très différent aussi. Okay? Donc, ça va modifier la
l'accompagnement. On parle de problèmes respiratoires, de Parkinson aussi. Il y a parmi ces maladies-là beaucoup de formes de démence en centre d'hébergement ou de maladies plus physiques, mais qui ont des incidences sur la communication verbale. Ce qui fait que quand on est en fin de vie en centre d'hébergement, la communication verbale avec les personnes mourantes est souvent, très souvent, difficile, voire impossible. Ce qui change beaucoup quand les soins palliatifs sont beaucoup pensés en termes beaucoup de communication, surtout avec les bénévoles qui accompagnent les autres. Là, la communication verbale est souvent limitée. Donc, ça va avoir des incidences importantes, vous allez le voir. Et puis, l'évolution et la mort sont assez imprévisibles en CHSLD. La personne peut souffrir d'une maladie, par exemple Parkinson, ou d'une démence de type Alzheimer, et ce qui va l'emporter, c'est une pneumonie qui va se développer. Et là, donc, c'est très rapide. Une pneumonie, des fois avec des indications de non-traitement ou un arrêt cardiaque. Et puis, bon, un arrêt cardiaque, ça va se précipiter en 2-3 jours. Une pneumonie en 10 jours, si elle n'est pas traitée, bon, la personne décède. Donc, très rapidement, subitement, la personne se retrouve en fin de vie, se retrouve en soins palliatifs. Et elle va mourir souvent, très souvent, assez rapidement. Et on a beaucoup de cas, parce que puisqu'on meurt de ces maladies secondaires, si on veut, des fois aussi des cas de rémission. Une personne est déclarée fin de vie en soins palliatifs, et puis après quelques jours, elle se rétablit, et elle redevient et reprend ses activités dans le centre d'hébergement. C'est des choses qu'on voit aussi assez fréquemment. Donc, c'est très imprévisible. Et quand ça arrive, c'est souvent très, très rapide. Ça, c'est pour les conditions qui sont liées, les spécificités qui sont liées aux conditions du patient. Les spécificités qui sont liées aux conditions organisationnelles, il y en a plusieurs, mais la première, c'est évidemment, contrairement, par exemple, à des soins palliatifs qui ont lieu à domicile, ici, il y a très peu d'intimité. Ça se passe dans la chambre. Il y a beaucoup de circulation dans cette chambre-là. La porte est souvent ouverte. Parce qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a encore dans plusieurs CHSLD au Québec des chambres doubles. Okay? Donc, des fois, donc, un colocataire, un co-résident qui continue à vivre et qui dort, qui est couché, très souvent, parce qu'en CHSLD, les gens sont peu mobiles, à côté d'une personne qui est en fin de vie, avec la circulation des soignants, la circulation des proches, des familles. Vous voyez un peu le portrait. Du personnel qui est peu formé pour les soins palliatifs en CHSLD. Ça commence, c'est une intention du ministère, mais il est encore très, très peu formé. Le personnel, c'est essentiellement des infirmières, mais surtout des préposés aux bénéficiaires. Donc aussi leur formation en termes de soins, donc plus au plan clinique, est aussi relativement limitée. Okay. Et ce sont eux qui prennent soin des personnes en fin de vie, c'est eux autres qui les accompagnent. L'infirmière couvre une unité, plusieurs unités, souvent plusieurs étages. C'est des préposés. Donc, mais c'est des gens peu formés dans les soins en général et peu formés dans les soins palliatifs en particulier. Et c'est une des caractéristiques des CHSLD, ça vous le savez, c'est un manque de ressources énorme. On en a parlé beaucoup dans la dernière semaine. Donc, du personnel qui est peu disponible pour faire de l'accompagnement, ou en tout cas faire un accompagnement étroit, les infirmières notamment, mais les préposés aussi, ils sont sollicités ailleurs constamment pour s'occuper des autres résidents. Et c'est non seulement des ressources limitées ou un personnel limité, mais aussi un roulement de personnel. Les conditions de travail étant ce qu'elles sont en CHSLD et l'attrait du métier de préposé aux bénéficiaires étant ce qu'il est, les gens viennent, il y en a qui ont une vocation, il y en a qui exercent ce métier-là depuis 5, 10, 15 et même 20 ans, mais il y en a beaucoup qui sont là 6 mois, 1 an. Il y a des étudiants qui font ça, ils sont là 6 mois, 1 an, 2 ans et qui partent. Ce qui fait que c'est difficile de former ces gens-là pour les soins palliatifs, ou en tout cas, il faut les reformer continuellement. Et aussi, c'est difficile de développer une relation d'accompagnement quand ça change constamment. Ou quand les gens sont constamment en congé maladie pour des blessures au dos ou des burn-out pour des épuisements. Puis qu'on doit faire un accompagnement, puis c'est des changements constants de personnel. Vous voyez? Donc ça, c'est les conditions organisationnelles des CHSLD qui sont importantes et qui font la spécificité, une influence qui font la spécificité des soins palliatifs dans les soins de longue durée. Il
faut à prendre en compte. La présentation que je vais vous faire, je vais vous présenter l'équipe de bénévoles à l'hôpital, au centre d'hébergement à l'Hôpital général de Québec. Ça s'appelle Hôpital général de Québec parce que c'est son nom historique, c'est le deuxième hôpital créé, mais en fait, c'est entièrement un centre d'hébergement. Donc, je vais vous parler de cette équipe-là, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, faire un premier bilan de ses succès et de ses limites, des accompagnements de cette équipe, et revenir et discuter à la lumière des particularités de l'accompagnement bénévole et de l'accompagnement général dans un soin de longue durée. C'est mes objectifs aujourd'hui. Je menais, comment j'en suis venu à faire cette étude-là, je vais vous mise en contexte un peu. Je faisais une recherche sur les centres d'hébergement et absolument pas du tout sur les soins palliatifs, mais sur les soins de manière plus générale et la vie en centre d'hébergement et sur les rites et rituels dans la vie, dans les interactions entre les soignants et les soignés dans les centres d'hébergement. Et j'étais amené à faire de l'observation participante, c'est-à-dire que pour mener ma recherche, et c'est celle-ci en particulier, bien, je deviens bénévole dans un centre d'hébergement et c'est en étant bénévole que j'apprends et j'observe comment les choses fonctionnent. Okay? Et pour mener ma recherche en centre d'hébergement à l'hôpital général, alors que dans les autres centres d'hébergement où je mène mes recherches, je deviens bénévole en loisirs. Alors, je suis plutôt dans les activités sociales, les activités de loisirs avec les résidents. À l'hôpital général de Québec, je suis devenu bénévole pour mener ma recherche dans l'équipe de soins palliatifs. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette équipe-là. Okay? Et c'est comme ça qu'à l'intérieur de ma recherche plus vaste sur les rites et rituels en centre d'hébergement, j'ai été amené à développer une recherche beaucoup plus spécifique sur l'équipe de soins palliatifs. Vous voyez, j'ai comme développé en étant dedans parce que l'équipe était à un tournant et que l'équipe ressentait le besoin de faire un bilan et une évaluation de ce qu'elle faisait pour 4 grandes raisons. D'abord, l'équipe se retrouvait en transition. Elle a commencé à fonctionner vers 2008. Et au début, bon, elle était animée par des professionnels, des personnes du centre d'hébergement, okay, qui faisaient ça, j'allais dire, sur leurs bras, le midi, le soir, par-dessus leurs tâches, si on veut. Et avec l'enthousiasme des fondateurs et des premiers fondateurs d'une équipe comme ça, ben, ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils ont beaucoup d'énergie, ils mènent ça, ils y investissent beaucoup. Et là, tranquillement, ces personnes-là sont parties à la retraite. Ou avec les réformes qu'on a connues il y a quelques années, ont été travaillées dans d'autres établissements. Et il fallait passer la main. Okay? Il fallait passer la main à une nouvelle équipe. Je parle ici des salariés, des employés du centre d'hébergement qui encadrent les bénévoles. Okay. Sauf que, donc, on passait d'une phase d'émergence, d'effervescence, à une phase plus d'installation, si on veut, et d'institutionnalisation de l'équipe, pour qu'elle roule sur une base, j'allais dire, plus régulière, plus normale, si on veut. En même temps, les gens qui se retrouvaient à reprendre l'équipe n'avaient pas nécessairement choisi de le faire. Okay? Il n'y avait pas l'enthousiasme et l'énergie, et ils n'étaient pas prêts à faire ça sur leur pause et l'heure du midi et les fins de semaine comme les fondateurs, vous voyez. Donc, il y avait une transition à faire qui était pas simple à faire. En même temps que faisait cette transition-là, on vivait la transformation, les transformations du réseau de la santé et des services sociaux qu'on a connu il y a 3 ans. Okay? Ce qui fait que des gens partaient, des gens arrivaient, et il y avait des coupures, compression budgétaire, et le personnel, donc une désorganisation, d'une part. Par exemple, je vais y revenir tout à l'heure, il y a des personnes qui avaient en charge le fonctionnement de l'équipe, entre autres faire les téléphones avec les gens à la réception qui mettent en contact, qui font des appels avec les bénévoles pour venir faire de l'accompagnement, échangeaient, vous voyez, à tous les 4 mois ou 6 mois pendant une période, parce qu'ils étaient à l'essai. Vous voyez le genre, mais là, donc, à chaque fois, il fallait reformer la personne, puis ça lui prenait toujours 1 mois ou 2 mois à bien faire le travail. Vous voyez, quand on change aux 6 mois, ben, vous voyez un peu, il y avait toute une désorganisation. Les gestionnaires qui avaient la responsabilité de l'équipe aussi se voyaient imposer ceci, tout en se faisant imposer d'autres charges par ailleurs, une augmentation de leurs charges par ailleurs. Donc,
de la désorganisation, de l'insatisfaction et chez le personnel salarié et chez les bénévoles aussi, qui voyaient leur encadrement désorganisé. Okay. Non, je parle d'il y a plus, il y a 2 ans, 1 an et demi, puis encore aujourd'hui, tout ça n'est pas encore totalement réglé. Ensuite, en même temps, troisième raison qui militait pour ce bilan et cette évaluation-là, c'est que le ministère parlait évidemment d'implanter davantage ou de développer, pardon, les soins palliatifs dans les centres d'hébergement au Québec. Il a commencé une formation pour les préposés aux bénéficiaires et tout ça. Alors, se posait la question, comment l'équipe peut s'inscrire dans l'ensemble des soins palliatifs dans le centre d'hébergement? Est-ce que l'expérience qu'on a vécue à l'Hôpital général de Québec, on peut l'étendre à d'autres CHSLD? On va se poser cette question-là. Et la quatrième raison qui nous a conduit à faire ce bilan-là et cette évaluation-là, à la demande de l'équipe, c'était un besoin de reconnaissance aussi. Puis, ça faisait 10 ans que ça roulait, puis ça fait 10 ans qu'on travaillait, qu'on s'investissait là-dessus. Il y avait comme un désir de le faire connaître et reconnaître. Et vous savez, quand on parle de bénévoles aussi, la reconnaissance, c'est la paye des bénévoles. Donc, il y avait un double besoin de reconnaissance. Donc, pour ces raisons-là que j'ai accepté de faire ce bilan, cette évaluation-là de l'équipe après 10 ans de fonctionnement. C'est un petit projet, j'avais pas énormément d'argent, j'avais une professionnelle, Madame Allaire, qui travaillait avec moi. On a fonctionné, mais on a collecté avec nos moyens limités sur une année un matériel assez diversifié et assez intéressant. D'abord, de l'observation participante. Je faisais déjà moi-même de l'accompagnement bénévole, ce qui me permettait de voir comment on fonctionnait, comment ça se passait réellement, l'accompagnement, puisque je le faisais depuis déjà, avant de commencer l'évaluation, je le faisais déjà depuis 1 an. J'ai continué à le faire pendant une autre année. Et ma professionnelle, Madame Allaire, elle aussi a fait pendant une année de l'accompagnement. Okay. Ensuite, on a fait un deuxième type d'observation, c'est que comme on était membre de l'équipe, puisqu'on était bénévole, on assistait aux réunions d'équipe, ce qui était fort intéressant parce que c'est dans les réunions d'équipe où on soulève les problèmes, les difficultés, puis qu'on cherche des solutions. C'est dans les réunions d'équipe également que les bénévoles font le bilan de leur accompagnement, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les expériences difficiles qu'ils ont vécues ou les expériences plus gratifiantes qu'ils ont vécues dans l'accompagnement. Il y a toujours un moment pour parler de ça. Donc, on a assisté pendant une année à ces réunions d'équipe-là qui avaient lieu à peu près aux 6 semaines. Et puis, oui, auquel assiste évidemment le personnel salarié qui encadre l'équipe. Okay. Ensuite, on a fait des entrevues individuelles avec tous les bénévoles de l'équipe. En fait, ils étaient à peu près une dizaine d'actifs à ce moment-là, avec un certain nombre de soignants, c'est-à-dire ceux qui, ici, encadrent l'équipe, c'est-à-dire une infirmière et une travailleuse sociale, et puis les gestionnaires qui encadrent l'équipe. Okay. Et il faut ajouter aussi l'intervenant en soins spirituels. Je ne sais pas si je dois le mettre dans les soignants ou disons, mettons-le dans les soignants. Et puis, on a rencontré les équipes sur les unités de soins qui reçoivent ces bénévoles-là, qui doivent travailler avec ces bénévoles-là. C'est-à-dire que là, ce qu'on était capable de faire, parce que puisqu'on était dans la réorganisation complète, c'était très difficile de faire des entrevues individuelles avec les préposés bénéficiaires. Puis, on avait peu de ressources. Alors, on a fait des entrevues de groupe. À la fin des quarts de travail, les préposés qui étaient intéressés et les infirmières qui étaient intéressées, on les rencontrait et on a fait des entrevues comme ça de 20 minutes, mais qu'on voulait assez efficace avec 2 questions. Comment se passe la collaboration, quand le bénévole vient, comment ça se passe la collaboration avec, est-ce que ça fonctionne bien, et qu'est-ce que ça leur apporte à eux autres, est-ce que je trouve ça utile, est-ce que ça apporte un plus d'accompagnement à des personnes en fin de vie. On a fait une série d'entrevues comme ça avec 6 unités de soins. Voilà.
rapidement, la mission de l'équipe, c'est offrir un accompagnement aux résidents, particulièrement ceux qui sont sans famille ou sans proches, peu de visites afin qu'ils ne meurent pas seuls dans leur chambre, améliorer la qualité de vie des résidents en fin de vie, avec un climat plus humain, plus chaleureux, plus serein. C'est aussi offrir un répit aux familles. C'est-à-dire que vous allez voir, l'accompagnement se fait beaucoup le soir, ce qui permet aux familles qui viennent en fin de vie, qui accompagnent leurs proches, des fois de prendre une pause en sachant qu'il y a quelqu'un qui va rester au chevet de la personne en fin de vie. Et puis, ça permet aussi, c'est dans l'objectif aussi avoué de l'équipe de bénévoles, c'est de seconder les équipes soignantes. Ça permet d'avoir quelqu'un au chevet, surtout quand on est dans les derniers jours, dans les dernières heures de la personne, pendant que les préposés, les infirmières sont ailleurs pour s'occuper de d'autres résidents. Ça permet, ça fait comme une surveillance pendant qu'ils sont non disponibles. Voilà. L'équipe est composée officiellement de 14 bénévoles actifs qui sont enregistrés. Dans les faits, c'est plus une dizaine qui en font. Je vais y revenir tantôt pour la raison de ça, de la taille de l'équipe et du nombre limité de personnes qui la composent. Il y a 5 employés du Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec qui les encadrent, une gestionnaire, l'intervenant en soins spirituels, une infirmière, un travailleur social et puis une secrétaire. L'équipe a 2 grandes responsabilités. La première, c'est sur l'accompagnement. Je vais y revenir tantôt dans le détail sur comment ça se passe. Mais ils ont aussi quelques autres responsabilités que je signale en passant. Par exemple, c'est l'équipe de bénévoles qui s'occupe de la cérémonie des défunts. À l'Hôpital général de Québec, à chaque année, en juin, il y a une cérémonie d'hommage à l'ensemble des résidents qui sont décédés dans l'année qui vient de se terminer. Okay? Une cérémonie à laquelle sont invités les familles, les proches, les autres résidents et le personnel qui peut évidemment se libérer à ce moment-là. Okay? Et puis, c'est eux autres aussi qui sont en charge des fleurs, c'est-à-dire que quand un résident décède, on dépose une fleur, un oiseau du paradis, sur le corps de la personne défunte, la fleur que la famille peut rapporter chez elle après. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Donc, c'est ces 2 tâches connectées. Mais essentiellement, ce que font les bénévoles, c'est de l'accompagnement. Comment ça se passe? Vous savez, ici, un tableau, je vais vous le résumer, qui explique la procédure. Comment qu'on fonctionne? C'est quand une personne, quand c'est le médecin et l'équipe soignante déclare qu'une personne est en fin de vie et en soins palliatifs, une des options qui se pose à l'équipe, c'est est-ce qu'on recourt aux bénévoles? Et puis, par exemple, parce qu'on sait, par exemple, que la personne a peu de visites, peu de famille proche. Alors, donc, elle risque d'être assez seule. On peut décider aussi pour offrir un répit aux proches qui viennent la visiter. À ce moment-là, il faut l'autorisation. On demande l'autorisation à la famille s'ils sont d'accord et intéressés à ce que des bénévoles viennent accompagner pour un certain nombre d'heures, pendant un certain nombre de jours, la personne défunte. Donc, l'équipe soignante, de concert avec la famille, quand il y a famille, quand famille il y a, décide, fait une demande d'accompagnement bénévole. La demande est acheminée en fait, à l'accueil au centre d'hébergement. Et la personne à l'accueil, ce qu'elle fait, elle prend la liste des bénévoles et par exemple, et ça va se renouveler à chaque jour. La demande doit être formulée chaque jour. On est mardi, on fait la demande, on envoie la demande à l'accueil. La personne à l'accueil va regarder quels sont les bénévoles qui ont donné leur disponibilité pour le mardi. Et on a demandé, pour que l'accompagnement, ce soit pour le soir et la nuit. Quels sont les bénévoles qui ont donné leur disponibilité pour le mardi soir et le mardi dans la nuit? Et là, on téléphone à ces bénévoles-là, puis on cherche quelqu'un de disponible et de volontaire pour venir ce soir-là et cette nuit-là. Pour des chiffres des chiffres de 3 heures. Voilà, de 9 à minuit, de minuit à 3 heures du matin, etc. comme ça. C'est les chiffres de 3 heures. Et puis, on comble autant que faire se peut selon la demande de l'équipe soignante.
Donc, on peut avoir donc quelqu'un qui va venir dans la soirée de 9 à minuit. Après ça, ça va aller au lendemain matin de 6 à 9 heures. Puis après ça, ça va aller dans l'après-midi selon les disponibilités des bénévoles. Okay? Et on refait la demande chaque jour comme ça, selon l'évolution de la personne, puis les besoins d'accompagnement. Et puis, donc, la personne à la réception se remet au téléphone à chaque jour pour trouver des bénévoles pour combler les plages horaires où il y aurait un besoin et une demande. Voilà. La personne qui accepte, le bénévole qui est disponible, qui accepte, bon, se rend au centre d'hébergement à l'heure où il doit faire son accompagnement. À 9 h, il arrive un peu d'avance, il arrive à 8 h 30. Généralement, va voir la chef d'équipe sur l'unité ou pour s'informer un peu de la condition de la personne. Sa condition physique, sa condition aussi, est-ce qu'elle a des visites, etc., est-ce qu'elle a des besoins particuliers, etc. Se rend dans la chambre de la personne, se présente si la personne est lucide, si elle ne dort pas, parce que souvent elle dort en raison de la médication antidouleur, etc. Et puis s'assoit au chevet de la personne. Puis là, bon, selon son état, soit elle parle avec la personne, soit elle laisse dormir, c'est bon. Si c'est la nuit, là, souvent la personne dort, donc elle va s'asseoir à côté, elle va lire, écouter la radio, etc. Si la personne est agitée, ça va consister beaucoup à essayer de la calmer, de la rassurer, en lui parlant, en la caressant beaucoup, par exemple, des choses comme ça. Okay? En lui réchauffant les mains, en lui réchauffant les pieds. Bon. Des choses que font les bénévoles habituellement en soins palliatifs. Voyez. Pour une période après 3 heures, quand ils quittent, bon, c'est un autre bénévole qui prend le relais. Les deux bénévoles échangent, font un peu le point sur la situation. Sinon, se rapporte évidemment à la personne qui est responsable de l'unité, puis quitte et va revenir comme ça selon ses disponibilités, peut-être le lendemain, le surlendemain, pour accompagner la même personne. Voilà. En gros, c'est comme ça le fonctionnement général. Je vais revenir un peu plus sur le détail de l'accompagnement. Évidemment, quand on interroge les bénévoles sur leur travail, sur cet accompagnement-là, le mot qui revient toujours, c'est le même, c'est le mot classique, si on veut, dans les soins palliatifs et dans l'accompagnement, c'est la présence. Hein, c'est autour de la présence qui se décline dans, j'allais dire, de 6 façons, cette présence-là. D'abord, ne pas laisser la personne mourir seule. Donc, on est présent. Il y a au moins quelqu'un. Ensuite, apporter un réconfort, assurer son confort. Hein, des fois, c'est déplacer une oreiller, c'est remonter une couverture. Hein, c'est caresser, c'est parler doucement. Apporter une sécurité aussi aux personnes soignantes et à la famille. Comme je le disais tantôt, c'est la réalité aussi en centre d'hébergement. Hein. L'infirmière et les préposés ne peuvent pas être là constamment, sont constamment appelés ailleurs. La sonnette sonne constamment ailleurs. Okay? Et quand on est en fin de vie, ça les rassure énormément de savoir qu'il y a quelqu'un qui est au chevet, ce qui fait que s'il y a une complication, si sa santé, l'état de la personne se détériore très rapidement, il y a quelqu'un qui est là et qui va venir nous chercher s'il y a urgence. Ou si elle devient extrêmement agitée, il y a quelqu'un qui va venir nous chercher, ou si elle a besoin d'être changée, parce que c'est souillé, quelqu'un va venir nous chercher. Ce qui fait qu'on peut aller s'occuper des autres, la conscience tranquille. En tout cas, un peu plus tranquille. Les bénévoles insistent beaucoup sur la question d'être présent, d'être entièrement présent, d'être concentré, d'être attentif au moindre signe de la personne, au moindre signe de douleur, d'inconfort, d'agitation, de trouble de la personne. Être présent aussi, ça veut dire pour les bénévoles, essayer de communiquer en l'absence de réponse. Je le disais tout à l'heure aussi en étant en centre d'hébergement, la communication verbale avec de nombreuses personnes en fin de vie est souvent très difficile, sinon impossible. Soit par exemple, les gens sont en état de démence, ils sont en état très avancé, ont des problèmes physiques de tous ordres qui limitent la communication verbale. On voit ça. Il y a la médication qui limite aussi. Puis il y a des gens très, très âgés qui souffrent de maladies chroniques depuis de longues années. Et donc, la communication verbale est souvent très difficile, voire impossible, ou très limitée, c'est quelques mots.
Okay? Donc, ça implique souvent, quand on accompagne en soins palliatifs, en CHSLD, c'est souvent le bénévole qui parle beaucoup plus que la personne. Mais on parle en espérant que la personne nous comprenne. Parce que quand elle souffre de démence, on ne le sait pas. On lui parle en disant, j'espère qu'elle comprend, j'espère qu'au moins elle sent qu'il y a quelqu'un, que j'espère qu'elle est moins consciente qu'il y a quelqu'un à son chevet, qu'elle n'est pas seule, que ça la rassure. Mais vous voyez, c'est comme un pari, bien souvent. On parle sans savoir si on est compris. Okay. Et qu'est-ce que ça apporte? Donc, il y a comme un acte de foi, si on veut, là-dedans, qui existe dans tous les soins palliatifs, mais qui est, j'allais dire, accentué en soins de longue durée. Et un rôle qui est très important et que reconnaisse le personnel aussi, c'est le fait qu'il y ait des bénévoles en soins palliatifs, au chevet des personnes. Ça témoigne qu'on se préoccupe de la personne. Vous voyez, il y a comme aussi une fonction symbolique ici, qui est même qui est reconnue aussi par le personnel et pas juste par les bénévoles. Les gens sont contents que, vous voyez, ça témoigne, juste la seule présence du bénévole témoigne qu'on se soucie de cette personne-là. C'est comme plus qu'on est aussi, nous, le personnel, pris ailleurs, extrêmement occupé et pas capable de donner les soins qu'on aimerait donner. Oui. Donc, c'est, j'allais dire, le sens et en même temps les défis de l'accompagnement ici en CHSLD. Il se qualifie, donc, il y a 4 grandes particularités à cet accompagnement bénévole-là. Il est très souvent silencieux, comme je viens de l'expliquer. Donc, soit on parle et on n'a pas de réponse, ou très souvent, on ne parle même pas, personne dort. On est présent. Ouais, de manière très silencieuse. Il est sur une courte durée. Je vous dis, les gens, souvent, quand ils arrivent en fin de vie, ça se précipite et ça vient très rapidement. Ce qui fait que si la personne meurt dans la fin, des fois c'est 2 jours, 3 jours, à partir du moment où elle a été déclarée en fin de vie, en soins palliatifs, 2 jours, 3 jours, 10 jours maximum, le même bénévole va la voir 2 fois, 3 fois, très souvent juste une fois. Parce que on vient le mardi soir, mais après ça, on n'est pas disponible avant le samedi suivant. Et là, elle est décédée le vendredi au soir. On va l'avoir vue 1 fois, 2 fois. Et puis, c'est tout. Donc, vous voyez, ce n'est pas une personne qu'on va voir souvent. Donc, c'est un accompagnement qui est une courte période pour l'équipe, mais pour le bénévole encore plus. Donc, ce n'est pas un très, très long accompagnement. Il n'y a pas de relation qui se développe dans cet accompagnement-là. Très, très fort. C'est très intense sur le moment, mais c'est tout. Vous voyez? C'est intermittent. C'est-à-dire, vous voyez, on est sur appel, les bénévoles ici. Donc, il n'y a pas des gens, enfin, c'est pas comme par exemple à la maison chez Michel Sarrazin, il y a des gens en fin de vie tout le temps, tous les jours. Si vous venez le mardi, il va toujours avoir des gens à accompagner. Sur une unité de soins palliatifs, c'est le cas. Tandis que là, on peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, sans qu'il y ait personne qui est en fin de vie ou sans qu'il y ait de demande d'accompagnement bénévole. Vous voyez? Donc, vous ne faites pas de bénévolat pendant 1 mois, et tout à coup, là, ça n'arrête pas. Pouvez-vous venir mardi, puis pouvez-vous revenir mercredi, puis on aurait aussi besoin non seulement de 9 à minuit, mais si vous pouviez rester jusqu'à 3 heures du matin. Vous voyez? Et là, tout à coup, c'est intense. Puis, là, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour beaucoup de périodes. Et là, parce qu'il y a 3 ou 4 personnes dans le centre d'hébergement qui sont en fin de vie, alors qu'il n'y en a pas eu pendant 2 mois de temps. Vous voyez? Donc, c'est très intermittent. Ça a des conséquences, ça aussi, sur la mobilisation de vos bénévoles. Et la 4e particularité qui va avoir des grandes conséquences, c'est que l'équipe est en raison de préambule que je vous parlais aussi, est non entièrement intégrée à l'organisation. Pourquoi? C'est qu'en fait, ils sont très bien reconnus par les équipes soignantes. Ils sont très bienvenus par les équipes soignantes qui apprécient le travail fait par les bénévoles. Donc, et puis, ils ont leur place. Vous voyez, ils font partie de l'organisation, mais ils ne sont pas totalement intégrés à l'organisation parce que, avec la réorganisation des services, avec les compressions budgétaires, en fait, ils sont très, très peu soutenus. Le gestionnaire qui les encadre fait ça par-dessus un monceau de tâches
et arrive aux réunions en retard, essoufflé, sans avoir être capable de prendre connaissance de tous ces dossiers. Vous voyez là. Même chose pour l'infirmière et le travailleur social qui les encadrent, dont les tâches ont augmenté. Donc, l'encadrement a beaucoup diminué. On n'est pas capable de leur donner de formation. On n'est pas capable il n'y a pas de budget pour des formations, du soutien, de l'équipement. Donc, oui, ils sont intégrés et reconnus, mais pas très bien intégrés. Puis ça fait partie des réalités en CHSLD des dernières années, qui est l'autre grande particularité de cette équipe-là. Donc, ils font l'objet d'une reconnaissance, mais j'allais dire d'une reconnaissance à moitié. Si je reviens sur les particularités dont je vous parlais au début, les particularités des soins palliatifs en soins de longue durée, et je regarde ça à la lumière de mon équipe et les conséquences que ça a, on le voit tantôt, je vous parlais des pathologies particulières qu'on a en soins de longue durée, entre autres qui limitent l'accompagnement et qui fait qu'on a un accompagnement silencieux, ça découle de ça. Le type de pathologie aussi qu'on a en soins de longue durée fait que c'est des soins palliatifs sur une courte période et même des fois une très courte période. Okay? Ça a des effets. Et ça a ici des conséquences sur les bénévoles. Okay? Ça pose des frustrations. Il y a des bénévoles qui viennent faire qui veulent faire de l'accompagnement en soins palliatifs. Vous connaissez ça, vous êtes tous des gens ici qui sont en soins palliatifs et qui s'attendent à communiquer avec la personne, à développer un lien particulier avec la personne. Vous voyez? Et là, on n'a pas le temps de développer un lien parce que c'est court, c'est intermittent, on voit la personne tout ça. Et en plus, cette personne-là, très souvent, parle peu ou pas. Donc, sur des bénévoles qui venaient, qui voulaient faire de l'accompagnement, qui voulaient parler à la personne, ils sont déçus. Parce que c'est un accompagnement silencieux. Okay? Et, souvent, voilà, on écoute la radio, on lit un livre en même temps, tout en étant attentif à la personne, mais c'est pas un accompagnement où on peut développer une relation très forte avec la personne. Puis d'ailleurs, pas une communication où si on parle à la personne, on ne sait pas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si elle comprend, si elle entend, si ça lui fait du bien. Vous voyez? Donc, pas tous les bénévoles, mais un certain nombre de bénévoles sont frustrés. C'est pas le type d'accompagnement dont ils rêvaient et souhaitaient faire. Et ils quittent, évidemment, parce que ça leur convient pas. Vous voyez? Ensuite, le fait que l'évolution et la mort l'évolution de la maladie et que la mort est assez imprévisible, ça rend ça intermittent. Donc, je le disais tout à l'heure, un horaire incertain. On peut ne pas être appelé pendant un mois de temps. Okay? Particulièrement l'été, parce qu'en CHSLD, on meurt beaucoup en novembre, puis en janvier, février. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on le sait pourquoi, parce qu'il y a des grippes et tout ça, des fois qui précipitent, qui provoquent des pneumonies, tout ça, mais enfin, il y a des pics, il y a des creux. Et en plus, avec tous les problèmes d'organisation dont je vous ai parlé tantôt, avec les changements, les personnes à la réception qui faisaient recevaient mal les demandes et faisaient mal les appels, il y a des gens qui ne sont pas appelés, c'est ça comme ça, pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, un horaire incertain, on s'engage comme bénévole, on est prêt, on est disponible 2 jours par semaine et on n'est pas appelé, mais on finit par trouver ça frustrant. Puis on ne sait pas, on ne peut pas organiser ça dans son horaire aussi. Moi, j'aimerais faire mon bénévolat le mardi, mais c'est mercredi puis jeudi qu'on a besoin de quelqu'un, vous voyez? On ne peut pas placer ça dans son horaire facilement, il faut accepter d'être souple. Une semaine, ça va être le mercredi, puis l'autre semaine, ça va être le samedi soir. Donc, ça aussi, chez les bénévoles, ça peut créer de l'insatisfaction. Voilà. Et puis, c'est l'accompagnement ici, se pose une question aussi. L'accompagnement ici en CHSLD, c'est l'accompagnement de fin de vie. Donc, comme je disais, pour la courte période de fin de vie, qui est maximum 2 semaines, sinon, des fois, c'est 1 semaine, des fois 3 jours. Okay? Et c'est d'autres bénévoles qui font l'accompagnement, les visites d'amitié chez les gens qui ne sont pas en fin de vie dans le centre d'hébergement. C'est les mêmes bénévoles qui sont rattachés aux équipes de loisirs, par exemple. Et là, c'est séparé. Il n'y aurait pas lieu, en fait, d'inscrire le bénévolat, c'est une question qui est posée, d'inscrire le bénévolat de fin de vie dans la continuité
de l'accompagnement général qu'on fait des personnes avant qu'elles soient en fin de vie. Okay? Quand elles sont, eh bien, ce sont toutes des personnes qui souffrent de maladies chroniques, mais il n'y aura pas lieu de l'inscrire et lieu de en faire deux équipes, que ce soit les mêmes bénévoles qui font l'accompagnement, les visites d'amitié tout au long de l'année, de la vie de la personne, qui continuent en fin de vie. Ce fait qu'on aura un accompagnement sur le long terme, avec une relation qui aurait pu aussi s'établir avec la personne. Vous voyez, toute la difficulté ici est un enjeu, c'est qu'il faut séparer l'accompagnement de fin de vie des autres accompagnements. Alors là, vous avez, au fond, il y a deux opinions là-dessus. C'est partagé. Okay? Il y a des bénévoles et des gens qui disent non, la fin de vie, c'est spécifique, c'est un accompagnement de fin de vie. Et il y a d'autres qui prônent plutôt une continuité dans l'accompagnement. Et de toute façon, chez les bénévoles qui font des visites d'amitié et les loisirs, tout ça, il y en a qui ne veulent pas du tout faire de la fin de vie. Donc, il y a ici comme une question qui est posée. Est-ce qu'on doit faire deux accompagnements séparés en soins de longue durée ou au contraire, mettre ça en continuité? Ensuite, le fait qu'on soit sur appel et puis qu'on répond aux demandes des équipes quand ils ont de la misère à fournir, quand on veut aussi fournir un répit à la famille, okay? Les demandes sont souvent le soir et la nuit. Et là, évidemment, ce n'est pas tous les bénévoles qui sont prêts à faire ça de 9 à minuit et encore moins de minuit à 3 heures du matin, surtout quand c'est le dimanche ou le samedi soir. Ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui sont appelés. L'équipe est déjà petite. C'est toujours les mêmes qui sont sollicités. C'est ceux qui ont accepté de faire ça le soir puis qui ont accepté de faire ça aussi la fin de semaine. Ce qui fait de l'épuisement. On a des bénévoles à coup qui se retrouvent extrêmement sollicités pendant 2 semaines, 3 semaines de manière intensive. Parce que quand on fait de minuit à 3 heures du matin, 3 nuits de suite, là, c'est fatigant parce qu'on a pour tomber sur les heures de jour, hein, vous imaginez. Puis, c'est beaucoup des retraités. Vous voyez, alors ça devient extrêmement fatigant. Alors que pendant ce temps-là, on a toutes d'autres bénévoles qui ne sont pas appelés pendant plusieurs semaines. On a un petit... Donc, ça rend aussi le recrutement extrêmement difficile. Les gens qui acceptent de faire ça le soir, les fins de semaine, c'est difficile. Il y en a qui aimeraient, oui, le faire, mais moi, ce serait le mardi après-midi, ce serait le jeudi matin, vous voyez, mais là, on ne peut pas leur offrir ça, on ne peut pas leur garantir ça. Okay. Ce qui provoque un désengagement. Alors, donc, il y en a qui sont sursollicités, puis les autres se désengagent parce qu'ils ne sont jamais appelés. Conséquence, donc, très réelle sur notre équipe. Si on regarde au niveau des conditions organisationnelles, avec les effets et les difficultés que ça pose à notre équipe, quand on regarde au niveau du personnel particulièrement des préposés aux bénéficiaires et des infirmières qui sont de plus en plus formés, commencent à se former en soins palliatifs, en centre d'hébergement, la satisfaction est très, très grande, effectivement, parce que ça leur permet d'aller répondre aux besoins de d'autres résidents, j'allais dire en se sentant plus en sécurité, parce qu'il y a quelqu'un au chevet de la personne. Donc, il y a une grande satisfaction sur la présence, une grande satisfaction par rapport à la présence des bénévoles. Okay? Donc, une étroite collaboration, et puis je peux en témoigner puisque je l'ai fait, on est très, très bien accueillis, on nous présente la personne, on nous fait un état de cette situation. Dès que nous, on a des questions, des difficultés, des soins qu'on ne peut pas donner, bon, ça fonctionne très, très bien. Et donc, au niveau de la collaboration est très, très grande. Parce que ça répond aussi à un besoin du personnel en soins de longue durée. Par contre, quand on interroge les membres de l'équipe soignante, évidemment, c'est la dimension fonctionnelle qui ressort beaucoup. On a quelqu'un qui est au chevet, ça nous permet, ça apporte la sécurité à la famille, ça nous apporte la sécurité à nous autres. Mais tout l'aspect de l'esprit et de la pratique des soins palliatifs, évidemment, cet accord peut développer, parce qu'ils n'ont pas encore été développés en soins palliatifs. Cet aspect-là ne le voit pas, ou en tout cas ne l'apprécie pas encore. Ils ne sont pas en mesure de l'apprécier. Le côté de l'accompagnement, côté le bienfait que ça pourrait apporter à la personne une fin de vie, puis d'être plus paisible, par exemple. Ils ne sont pas encore là-dedans parce qu'ils n'ont pas encore été formés là-dedans. Donc, ils ne le voient pas encore, ils ne le voient pas, leur propre intervention, ils ne le mesurent pas encore, parce qu'ils les accompagnent en fin de vie, forcément. C'est eux autres qui les habillent, qui les lavent, qui leur donnent tous les soins.
ils ne le voient pas pour leur propre travail, ils ne le voient pas encore pour les bénévoles. Donc, il y a comme une limite, si on veut. On voit surtout la dimension fonctionnelle, puis la dimension symbolique dont je parlais tantôt, ils sont bien contents de dire, regardez, ici, on s'occupe des gens, on se soucie des autres. Le manque de ressources et le roulement de personnel a des conséquences aussi très, très fortes sur notre équipe de bénévoles en CHSLD. D'une certaine façon, les bénévoles viennent compenser le manque de personnel. Effectivement, ils sont là au chevet alors, comme je disais tout à l'heure, alors que le personnel peut s'occuper ailleurs d'autres résidents. Il vient compenser. Mais en même temps, le manque de ressources et le manque de personnel a des conséquences directes sur l'équipe de bénévoles, puisqu'ils sont peu encadrés. Il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas de professionnels pour les encadrer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources. Okay? Ils sont de plus en plus comme laissés à eux-mêmes. Okay? Ce qui provoque une forte insatisfaction chez les bénévoles qui se sentent peu reconnus. Parce que si on n'a pas d'encadrement, c'est ce qu'on apporte, ça n'a pas de valeur pour l'établissement. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Ils se sentent peu reconnus. Et insatisfaction, c'est les gestionnaires aussi qui doivent faire ça, je veux dire, en surtemps. Y compris, je dis les gestionnaires, j'aurais dû dire aussi les professionnels là, qui encadrent l'équipe, qui font ça comme en surtemps, sans être libérés pour faire ça. Et donc, forte insatisfaction. Nous autres aussi, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de valeur puisqu'on n'est pas libéré pour ça. Donc, le manque de ressources a des conséquences finalement directes et finalement très directes sur l'équipe de bénévoles avec une situation de grande insatisfaction actuellement. Okay. Voilà. Vous voyez, on voit comment les conditions particulières des soins palliatifs en soins de longue durée et en CHSLD en particulier au Québec a des conséquences sur notre équipe de bénévoles en soins palliatifs. Une équipe qui, par ailleurs, vous voyez, apporte, fait un accompagnement et a une contribution dont la valeur est reconnue par le personnel, mais qui demeure finalement, une équipe qui demeure finalement assez, dans l'état actuel des choses, dans une situation assez précaire. Et la question se pose réellement, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue avec ce fonctionnement-là? Est-ce qu'on peut imaginer un autre fonctionnement que le fonctionnement que je vous ai décrit? Et est-ce qu'on doit étendre ce genre de service de bénévoles dans d'autres soins d'hébergement? Parce que dans la région de Québec, je ne sais pas ailleurs au Québec, c'est la seule équipe de ce genre de bénévoles en soins palliatifs en CHSLD. Mais dans une situation actuellement, disons, fragile. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Une expérience ». On a expérimenté ici quelque chose dont je viens de vous faire un premier bilan. Et la question de savoir, c'est on continue de la même façon et est-ce qu'on l'étend? Est-ce qu'on serait capable de l'étendre? Et est-ce qu'on l'étend dans les mêmes conditions? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci infiniment.